Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat et ancien conseiller du secrétaire à la défense des États-Unis, que vous pourrez tous rencontrer en personne lors de la National Conversation à Dallas, aux côtés du juge Napolitano et de Nathalie Brunel, le 4 octobre. Je laisserai les informations dans la description. Bon retour parmi nous, colonel. J'espère que tout va bien. Ravi de parler avec vous, Glenn. Donc, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il devait, comme nous le savons tous, mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Puis il a prolongé le conflit. Encore une fois, je pense qu'il souhaite sincèrement que cela se termine. Mais tout le principe de se retirer de cette situation semble avoir changé ces derniers jours ou semaines. Nous voyons maintenant que Trump fait pression sur l'Inde et d'autres pays pour qu'ils cessent de commercer avec la Russie. Dans un tweet, il a suggéré que l'Ukraine devait passer à l'offensive si elle voulait gagner. De plus, il y a maintenant des rapports selon lesquels les États-Unis pourraient envoyer des milliers de missiles IRAM à longue portée. Je ne suis pas sûr. Que pensez-vous de ce revirement de situation? Eh bien, je pense que c'était du Trump pur jus. Trump, c'est quelqu'un avec une mitrailleuse, tirant dans toutes les directions imaginables. Et ce qu'il veut vraiment ou pense change d'un jour à l'autre. Il est très impulsif. Il n'y a aucun cadre stratégique cohérent pour quoi que ce soit. Et il n'a absolument aucune compréhension de la Russie, de l'Ukraine ou de l'Europe de l'Est. Tout cela lui est très étranger. Donc je ne pense pas que nous puissions tirer de conclusions fermes sur ce qu'il veut dire. Regardons plutôt ce qu'il veut faire. C'est ça qui compte. Tout d'abord, je pense qu'il a décidé après le sommet en Alaska qu'il n'y avait vraiment rien qu'il puisse faire pour se tenir là et apporter la paix en Europe de l'Est avec la coopération du président Poutine et potentiellement de Zelensky et des Européens. Je pense qu'il comprend maintenant que les Européens ont un agenda différent du sien. Zelensky a un agenda différent. Et la position du président Poutine reste inchangée. Ce n'est pas un problème pour le président Trump. Il reconnaît que cette position ne changera pas. Mais il est désormais frustré et regrette de ne pas avoir pu organiser une belle opportunité de photo comme lors de l'événement en Alaska, à l'occasion d'un futur sommet pour la paix. Cela n'arrivera pas. Rappelez-vous, le président Trump est axé sur l'image. C'est un pur homme de spectacle. Il ne s'agit que du dernier épisode de l'émission de télé-réalité appelée La Maison-Blanche de Trump. Et il n'obtiendra pas le genre de photo qu'il souhaitait, où il aurait pu se tenir au centre et se présenter comme le faiseur de paix. Donc je pense qu'il s'en est un peu détourné. D'un autre côté, il subit toujours une énorme pression de la part des néoconservateurs à Washington. Et ce sont les mêmes personnes qui veulent une guerre perpétuelle au Moyen-Orient. Ils veulent balkaniser l'Iran. Ils veulent balkaniser la Russie. La stratégie envers la Russie a lamentablement échoué. Alors maintenant, ils disent à Trump, eh bien, il faut continuer d'une manière ou d'une autre. Il faut montrer que l'Ukraine est sous assistance respiratoire. Alors donnez-leur ces missiles de croisière. Maintenant, quand vont-ils arriver? En quelle quantité? Est-ce que ça fera une différence? Difficile à dire. Mais il a publié un tweet avec une déclaration affirmant que l'administration précédente n'en avait pas fait assez pour conférer des capacités à l'Ukraine, pour vraiment passer à l'offensive. Bien sûr, tout cela n'a aucun sens. Et au final, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez lancer des frappes ponctuelles avec des missiles de croisière un peu partout. Cela ne change absolument rien si vous perdez le combat rapproché. Vous savez, nous avons ce que nous appelons la bataille en profondeur et la bataille rapprochée. La bataille en profondeur implique ces armes de frappe à longue portée, et elles sont très importantes. Mais si vous pensez que vous allez gagner la guerre sans combat rapproché,
vous avez perdu la raison. À un moment donné, les forces terrestres doivent s'affronter. Eh bien, elles se sont affrontées et l'Ukraine a perdu le combat rapproché. Et il ne semble pas comprendre la différence. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a une expérience des affaires militaires, des relations internationales, de la diplomatie, aucune de ces choses. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir en tant qu'homme d'affaires et qui voit le monde à travers ce prisme. C'est pourquoi on entend sans cesse parler de deal, 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 deal. Mais on ne conclut pas des accords sur un coup de tête. Et on ne négocie pas des accords entre 2, 3 ou 4 personnes. Ces choses-là, en diplomatie internationale, prennent parfois des mois, voire des années. Et puis, vous savez, la réunion décisive a lieu, quelque chose est signé et accepté. Tout le monde peut s'en accommoder. Et on passe au sujet suivant. Il n'a aucune expérience de cela, et ce n'est pas ainsi qu'il réfléchit. À bien des égards, je pense que le président Trump incarne l'un des traits essentiels du caractère américain, à savoir que les Américains sont impatients. Les Américains ne comprennent pas que le monde n'est pas un immense four à micro-ondes. Ils pensent en termes de mettre quelque chose au micro-ondes, de lui donner 30 secondes et d'en sortir quelque chose de consommable. Ce n'est pas la nature du monde. Cela peut fonctionner dans une certaine mesure en politique américaine, mais ça ne marche pas dans les relations internationales. Ça ne marche pas avec les affaires militaires. Donc je pense qu'il s'est un peu retiré d'un côté parce qu'il ne peut en tirer aucun bénéfice personnel. Il ne peut pas être le héros de l'histoire. Mais d'un autre côté, encore une fois, il se plie en 4 pour essayer de satisfaire ou d'apaiser les gens à Washington qui insistent. Oh, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Il faut continuer à tout envoyer à Israël. Il faut détruire l'Iran. Il faut réécrire, redessiner la carte. Et ainsi de suite. Donc il écoute les deux groupes. Et c'est pour cela qu'on obtient ces résultats presque schizophrènes. Eh bien, il semble que la Russie perde désormais confiance dans l'ensemble du processus diplomatique, si tant est qu'elle en ait jamais eu, bien sûr. Mais il semble aussi que la situation s'intensifie. La nuit dernière, je crois, a eu lieu la deuxième plus grande attaque contre l'Ukraine, avec des drones et divers types de missiles. Mais nous voyons également une certaine poussée vers la ville de Kherson, qui se trouve de l'autre côté du Dniepr, pas nécessairement avec des soldats pour l'instant, mais avec des efforts visant au moins à établir un contrôle très puissant par drone, ce qui laisse penser que des soldats pourraient commencer à traverser à un moment donné. Maintenant, je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, s'ils ont l'ambition d'aller vers Odessa. Mais je voulais vous demander, que voyez-vous se passer actuellement sur le champ de bataille? Parce qu'il semble que la situation ne fasse qu'empirer pour l'armée ukrainienne. Eh bien, je pense que cela est vrai depuis de nombreux mois déjà. La situation est simplement devenue plus horrible que jamais. Vous savez, les pertes russes étaient auparavant à 2 chiffres, 30, 40, 50 personnes par jour. Maintenant, les pertes russes sont à un chiffre, c'est-à-dire 10 ou moins sur une journée donnée. Les Ukrainiens, en revanche, sont pratiquement à découvert sur le champ de bataille. Ils n'ont aucune défense aérienne ou antimissile digne de ce nom. Ils ne bénéficient pas de toutes les images satellites transmises instantanément aux points clés. Un grand nombre de points névralgiques à Chassiv Yar, à Tchernihiv et ailleurs ont été totalement et complètement détruits. Un grand nombre d'officiers et de sous-officiers de l'OTAN ont été tués lors de ces frappes. On n'en entend jamais parler, mais c'est pourtant le cas. Les Russes contrôlent l'ensemble de l'espace de bataille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est irréversible. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu en envoyant des missiles de croisière ou n'importe quel autre système d'armes. Et puis il y a la fuite de main-d'œuvre.
Si j'ai bien compris, ils ont maintenant autorisé 13 000 ou 14 000 hommes âgés de 18 à 25 ans ou de 18 à 30 ans à franchir la frontière de l'Ukraine vers la Pologne voisine, la Slovaquie et ailleurs. C'est assez étonnant. Je veux dire, pourquoi faire cela si vous pensez que vous allez opposer une résistance sérieuse? On dirait presque que le gouvernement ukrainien est désormais schizophrène. D'un côté, il veut entretenir la fiction qu'ils sont encore résilients et capables, mais de l'autre, il commence à céder aux exigences de leur propre population pour mettre fin à tout cela. Je ne sais pas lequel l'emportera sur l'autre. C'est une situation très étrange. La chose essentielle, cependant, c'est que la guerre va se terminer. Maintenant, quand prendra-t-elle fin? Vous avez mentionné Kherson et aussi Odessa. Il y a des forces spéciales russes dans la partie occidentale de l'Ukraine. Elles ont déjà traversé le fleuve. Elles fournissent des données de ciblage pour les systèmes russes. Odessa a subi des attaques féroces. Toutes ses capacités militaires ont disparu. Tous les stocks de carburant et de munitions qui lui restaient ont été détruits. Je serais très surpris si les Russes ne traversaient pas le fleuve en force pour descendre vers le sud et s'emparer d'Odessa. Encore une fois, Odessa n'a jamais été ukrainienne. Odessa est une ville russe. Elle a été fondée par des Russes. Elle a toujours été une ville russophone. Vous savez, ce n'est pas un hasard si la statue commémorative de Catherine la Grande a été retirée très tôt par les Ukrainiens, car c'est elle qui a effectivement créé ce que nous appelons la Nouvelle Russie. Donc j'imagine que cela va se produire. Ce qui reste inconnu à ce stade, c'est ce que les Russes vont faire à propos de Kiev. Que vont-ils faire de cette façade persistante de gouvernement? Et vous savez ce qui est triste, c'est que lorsque le président Poutine, pas directement, probablement, mais certainement le ministre des Affaires étrangères Lavrov, a déclaré catégoriquement que Zelensky n'est plus un président légitime, qu'il n'est pas, à proprement parler, élu, qui ne représente aucun processus démocratique, aussi factice soit-il, et qu'en conséquence, ils ne vont pas le rencontrer, cela ne semble pas avoir été compris par le président Trump, qui s'est maintenant tourné de nouveau vers Zelensky comme s'il voulait l'aider. C'est l'homme qui l'a offensé, insulté, et ne lui a montré absolument aucun respect dans le bureau ovale. C'est une situation très étrange, mais c'est typique du président Trump. D'un autre côté, si l'on regarde les développements en Europe occidentale, J.D. Vance est là-bas en train de critiquer la répression de la liberté d'expression dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, où ils prennent cela très au sérieux. Le président Trump a exprimé son soutien à l'alternative pour l'Allemagne, MAG, qui est un mouvement politique légitime et qui a en fait remporté des élections récentes, mais qui risque maintenant d'être encore plus réprimé et effacé de la scène politique, du moins temporairement. Situation vraiment étrange. Donc essayer de comprendre où nous allons ensuite est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre avec le président Trump. Vous avez mentionné que Trump ne comprend pas la Russie, mais j'ai souvent l'impression que les autres dirigeants politiques, tant aux États-Unis qu'en Europe, ne comprennent pas non plus la Russie. Selon vous, qu'est-ce que les pays de l'OTAN ne saisissent pas à propos de la Russie? Et pourquoi n'arrivent-ils pas à comprendre ce que la Russie veut? Eh bien, tout d'abord, vous êtes Européen, donc vous êtes plus proche de cette situation que moi. Donc je ne fais que spéculer. Je n'ai pas de faits concrets et irréfutables pour étayer mes propos. Tout d'abord, je pense qu'il y a des dirigeants européens qui comprennent la vérité, mais qui ont choisi le mensonge. Ils ont choisi la fiction, le récit qui dit que la Russie est maléfique, qu'elle représente un danger et une menace, et ils ont misé leur avenir là-dessus. Ils savent qu'au moment où ils admettront que ce qu'ils ont dit sur la Russie est faux, que ce qu'ils ont imputé à la Russie est faux,
et que les intérêts de sécurité nationale de la Russie dans l'est de l'Ukraine sont légitimes et l'ont toujours été depuis le tout début. Et la raison de ce conflit concerne entièrement les droits des citoyens russes à parler, lire et écrire leur propre langue, ainsi qu'à avoir leur propre culture et leurs propres écoles. Dès qu'ils admettent quelque chose comme cela, c'en est fini pour eux. Ils sont perdus. Et je pense que les gouvernements mondialistes, que ce soit Starmer, Macron ou Scholz, sont dans une situation très difficile. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'autre aspect de tout cela, bien sûr, c'est le problème de la dette. Nous sommes tous pris dans la spirale de la dette. À un moment donné, nous allons nous écraser. Le système financier va s'effondrer. Et quand cela arrivera, il faudra réinitialiser la monnaie. Et il y aura une certaine période de chaos. Mais à terme, de nouveaux gouvernements finiront par arriver, car il y a des partis comme l'Alternative pour l'Allemagne et des formations similaires dans tous les États européens en ce moment. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans cette zone grise entre ce que je viens de décrire et le passé, où l'on disait « la Russie est maléfique, la Russie est mauvaise, nous devons tous tenir bon », tout en prenant des engagements impossibles à tenir financièrement pour renforcer l'armée. Vous savez, l'Allemagne n'arrive déjà pas à s'en sortir. La dernière fois que j'y étais, tout le monde m'a dit clairement que le système médical, le système d'assurance maladie était en faillite. Cela dure depuis des années. C'est en faillite un peu partout, mais particulièrement en Allemagne et en Autriche. Eh bien, si c'est le cas, comment allez-vous vous financer lorsque vous tenterez de mettre en place une structure militaire? Et il faut, en étant conservateur, 10 ans pour bâtir un nouvel établissement militaire viable. Et c'est vraiment ce que tout le monde doit faire. Ils doivent tout recommencer à zéro. C'est pourquoi toute cette histoire de force de paix européenne ou de présence sur le terrain en Ukraine occidentale n'est que pure absurdité. Ce ne sont que des paroles en l'air. C'est un non-sens total. Qu'allez-vous envoyer là-bas? Le président de la Pologne, Nowacki, le nouveau, a sagement déclaré qu'il n'y aurait absolument aucun soldat polonais sur le sol ukrainien. Point final. Eh bien, ils y sont déjà allés. Ils ont déjà eu plusieurs milliers de morts ou de blessés. Ils ne veulent pas revenir en arrière, et ils se rendent compte de la folie de toute cette affaire. C'est une bonne nouvelle, et ils doivent évidemment aller plus loin. Mais je pense que le modèle Orban va devenir de plus en plus populaire en Europe centrale et orientale, et cela annonce la fin de l'URSS et de l'OTAN. Toutes ces choses arrivent, elles sont à l'horizon. De la même manière, si vous regardez notre situation ici chez nous, l'or est désormais la monnaie de réserve et non plus le dollar. Nassim Taleb le dit à tout le monde depuis 6 à 12 mois. Il a raison. Notre position est très fragile. Toutes ces choses vont en quelque sorte se produire en même temps et s'effondrer simultanément. Et cela va empêcher toute nouvelle absurdité en termes de guerre en Ukraine ou de guerre avec la Russie. Tout cela va prendre fin. Oui, eh bien, je suis plus proche de l'Europe, mais je souligne toujours que c'est le côté que je comprends le moins. Je veux dire, je peux comprendre la position russe. Ils considèrent cela comme une menace existentielle, c'est-à-dire l'incursion de l'OTAN en Ukraine. Ils feront ce qu'il faut. Je comprends cela. Les Ukrainiens voient l'invasion russe comme une menace existentielle. Je comprends pourquoi ils se battent. Si les États-Unis veulent se tourner vers l'Asie et ensuite refiler ce désastre de guerre aux Européens, et qu'ils sont prêts à l'accepter, eh bien, très bien. Je peux aussi comprendre la position américaine, mais je ne comprends pas les Européens. J'ai entendu certaines théories selon lesquelles ils seraient prisonniers de leur propre récit. Il y a peut-être un opportunisme à vouloir centraliser le pouvoir dans l'UML. Ils aimeraient empêcher les Américains de partir. Il y a aussi cette bonne vieille haine de la Russie.
donc la russophobie reste très forte. Mais aussi, une théorie très convaincante est le refus d'abandonner une armée par procuration très puissante, car ils ont constitué cette armée en Ukraine avec des centaines de milliers de soldats ukrainiens qui pourraient servir de force de dissuasion ou d'équilibre très puissante contre les Russes. Et s'ils acceptent l'option de la neutralité pour l'Ukraine, vous savez, à l'avenir, ils pourraient devoir se battre seuls. Je ne suis pas sûr. Eh bien, cela dépend de ce que l'on entend par neutralité. Et c'est pour cela que le traité d'État autrichien est constamment évoqué. Je l'évoque moi-même depuis au moins 2014. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas eu de plébiscite, car il était manifestement évident que l'Ukraine était profondément divisée sur des lignes ethniques, linguistiques et culturelles. Mais nous sommes tous pris dans ce fantasme selon lequel tout le monde doit vivre avec tout le monde à l'intérieur d'un ensemble multinational, multiculturel, multilingue, peu importe. Cela a commencé sous les Clintonistas, comme on les appelle, sous l'administration Clinton dans les années 90. Et nous luttons avec cela depuis lors. C'est pourquoi on ne peut pas considérer ce qui s'est passé en Ukraine comme séparé et distinct de ce que nous avons fait en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo. Tout vise le même objectif, transformer l'Europe en ce chaos multiculturel avec des frontières ouvertes, sans identité nationale, sans culture nationale. C'est une sorte de bolchevisme sous une nouvelle forme. Ce qui est intéressant, c'est que là où le bolchevisme a commencé est devenu le bastion de l'identité nationale, de la culture nationale. Et la Russie défend l'Europe d'une manière que personne n'aurait jamais anticipée. Les Russes disent à tout le monde, « Nous sommes Russes, nous n'allons pas devenir autre chose. Pourquoi ne seriez-vous pas Européens ?» Finalement, les Européens vont comprendre cela. Je pense que la population en Allemagne commence à le saisir. Même certaines personnes en Pologne commencent à dépasser leur haine limitée envers la Russie et tout ce qui est russe, pour comprendre que l'UE n'est pas un endroit où, en tant que Polonais, Hongrois ou même Allemand, on peut être soi-même. L'UE est cette pieuvre hautement centralisée qui est là pour vous dicter tout ce que vous serez. Et cette chose qu'on appelle les valeurs européennes, ce qui est absurde en soi, est utilisée comme un instrument pour soumettre tout le monde. Ouvrez vos frontières, accueillez plus d'Africains, accueillez plus de personnes du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Ouest, faites-les venir en masse, et alors tout le monde sera heureux. Vous savez, même en Allemagne, où les Allemands supportent cela sans interruption depuis 2015, depuis 10 ans, ils commencent enfin à réaliser que c'est une catastrophe. C'est impossible. Mais vous savez, quand vous demandez « Comprenez-vous la Russie ?», je ne pense pas qu'ils comprennent complètement ce que je viens de décrire, mais ils commencent à le ressentir. Eh bien, comment voyez-vous, comme la plupart des gens le reconnaissent, que nous approchons des phases finales de cette guerre? C'est-à-dire que des percées très significatives se produisent de plus en plus rapidement, de plus en plus souvent. Mais comment cette guerre se terminerait-elle alors? Non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'OTAN, étant donné que beaucoup de choses ont changé depuis 2022. Au départ, on affirmait que l'OTAN avait une nouvelle mission, qu'elle était plus forte que jamais. Mais j'imagine qu'une grande partie de cela reposait sur l'idée que l'OTAN allait effectivement vaincre la Russie. Maintenant que nous voyons l'OTAN se diriger vers la défaite, comment voyez-vous, à quoi ressemblera, selon vous, la communauté transatlantique à la fin de cette guerre? Eh bien, vous venez de soulever une question importante. Vous avez dit transatlantique. Rappelez-vous, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était à l'origine composée d'États qui bordaient l'océan Atlantique. Elle n'a jamais été conçue comme une structure continentale. Nous l'avons transformée dans les années 1990 en cette structure continentale en expansion,
Et l'objectif était de progresser jusqu'aux monts Oural et au-delà. Autrement dit, d'intégrer tout le monde dans cette sorte de construction U-OTAN. Cela a clairement, indiscutablement échoué. C'est évident. Donc, si vous êtes Polonais en ce moment, et j'ai récemment parlé à des Polonais, je leur ai posé exactement cette question. J'ai dit, que faites-vous? Et je pense que les Polonais, comme beaucoup d'Européens, pour différentes raisons, continuent de chercher quelqu'un qui va les aider à garantir leur existence. En d'autres termes, qui va être le patron? Ce qui, bien sûr, était le mot que Rutte a utilisé pour décrire les Européens ou quelque chose comme ça, ou pour décrire Trump comme une sorte de parrain de l'OTAN, ce que bien sûr Trump adore. C'est de la musique à ses oreilles. Et la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de parrain. De Gaulle l'avait vu venir dans les années 1960. Bismarck, dans les années 1870, répétait que toutes les décisions importantes devaient être des décisions nationales, fondées sur les intérêts nationaux. Cette histoire de prise de décision collective, il critiquait le collectif européen, le concert européen, c'était selon lui absurde. En d'autres termes, les Polonais doivent décider ce qui est dans leur intérêt. Et c'est ce que je leur ai dit. Et si vous pensez pouvoir signer un accord avec Washington qui garantira votre sécurité là où vous vivez, vous vous trompez lourdement. Autant retourner en 1939 et refaire les mêmes choix très stupides que vous avez faits à l'époque, quand il fallait toujours prendre une décision. Il fallait choisir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ce sera l'Allemagne ou l'Union soviétique? Vous n'avez choisi ni l'un ni l'autre. Et qu'est-il arrivé? Vous avez été broyé par l'Union soviétique et l'Allemagne. Et d'ailleurs, Piłsudski, leur dirigeant de l'époque, il est évidemment mort avant cela, mais il avait prévenu sur son lit de mort. Il faut faire un choix. Aujourd'hui, les Polonais ne peuvent pas construire le fort Trump, flatter l'ego de Trump et s'attendre à ce que cela leur garantisse une sécurité et un salut permanent. Cela ne fonctionnera pas. Nous ne vivons pas en Europe. Ce sont les Européens qui vivent en Europe. Aucun des Européens, pour être franc, ne semble vouloir être en partenariat avec ses voisins. Mais la vérité, c'est que cela doit arriver. Et quand on regarde l'Ukraine en ce moment, et tu as raison, la situation s'enlise en Ukraine. Cela touche à sa fin. Qui décide de ce qu'il advient du reste de l'Ukraine? Est-ce que les Polonais, les Lituaniens, les Slovaques, les Hongrois, les Roumains, les Moldaves, est-ce qu'ils vont tous dire « Eh bien, nous allons simplement attendre ici tranquillement jusqu'à ce que 800 000 ou 900 000 soldats russes arrivent à nos frontières » Ou vont-ils s'asseoir avec le président Poutine et son équipe pour dire « Nous sommes prêts à discuter de ce à quoi ressemblera l'Ukraine d'après-guerre » Ce sont eux qui doivent avoir cette conversation. Ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne. Maintenant, on peut dire que les Allemands, pour des raisons historiques remontant à 1000 ans, ont des racines profondes en Europe centrale et orientale. C'est indéniable. Je pense qu'ils devraient s'y intéresser de près. Mais les autres Européens de l'Ouest? Absolument pas. Qu'ont-ils à voir là-dedans? Et qu'avons-nous à voir là-dedans? Nous pouvons soutenir l'initiative, et je pense que c'est ce que le président Trump devrait envisager. Nous serions ravis de soutenir une telle conférence, vous savez, et nous accepterons la solution que vous et Moscou trouverez ensemble. Et je pense que c'est possible. Mais pour l'instant, personne ne le propose. Personne ne pense à cela, parce que les Polonais regardent vers l'UOR.L. Ils regardent vers l'OTAN. Tout le monde fait pareil. Tout le monde dit, eh bien, je ne peux pas faire ça parce que je dépends des subventions de l'UNO.L, de l'argent frais provenant de la machine à billets de Bruxelles. Si je fais ça, je perds l'accès à cette nouvelle machine à billets. Mais que se passe-t-il si l'accès à cette machine à billets fait de vous une cible pour de futures destructions et de futures guerres que vous ne voulez pas mener,
parce que vous faites partie de cette organisation appelée l'OTAN et l'Union. Finalement, les gens finiront par réfléchir à tout cela, mais pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Je pense que la recherche de ce papa, ou d'une sécurité permanente, comme vous l'avez dit, était le rêve de l'ordre unipolaire. Car traditionnellement, les États doivent accepter la concurrence sécuritaire. C'est-à-dire que lorsqu'un État renforce sa sécurité, cela peut diminuer celle d'un autre. Après la guerre froide, l'idée générale était que nous n'avions plus à prendre en compte la sécurité des autres pour atténuer la concurrence sécuritaire. Car au sein de l'OTAN et sous le parapluie américain, nous serions tout simplement si puissants. Peu importe si les Russes sont aliénés, ils devront simplement trouver leur place dans ce système, sous la domination de l'Occident politique. Il y a un autre aspect intéressant à cela. Si l'on remonte à 1914, le système a en quelque sorte vu le jour ou a évolué au cours des 10 à 15 années précédant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, pour devenir un ensemble de mécanismes automatiques qui ont entraîné des peuples dans la guerre, même si, au départ, ils n'y jouaient aucun rôle et n'en étaient pas vraiment affectés. La question que je pose sans cesse aux Européens est donc la suivante. Pourquoi vouloir faire partie d'alliances qui pourraient en fin de compte vous entraîner dans une guerre que vous ne souhaitez absolument pas mener, simplement parce que cette alliance a, en théorie, garanti votre sécurité? Le seul véritable garant de la sécurité d'un pays, ce sont ses propres citoyens. Les Finlandais sont un exemple remarquable, car pendant des années, ils pouvaient mobiliser entre 800 000 et 850 000 hommes en l'espace de, disons, 48 à 72 heures. Bien entraînés, bien équipés, prêts à se battre. Et cela fonctionnait dans leur esprit comme un moyen de dissuasion. Je pense que c'était le cas. Je ne crois pas que les Russes, après la Seconde Guerre mondiale, aient eu envie de retourner en Finlande, quelles que soient les circonstances. Mais malgré tout, les Finlandais étaient en mesure de garantir leur propre sécurité. Et tout à coup, à la fin de cette longue période de conflit soviéto-occidental, alors qu'il n'y en a plus, ils décident de rejoindre une alliance de l'OTAN, qui s'est engagée dans une condition d'hostilité permanente envers la Russie. C'est insensé. Cela n'a aucun sens. Les Suédois sont très similaires, mais les Finlandais, en particulier, se sont dotés d'une garantie très solide. Mon argument auprès des gens, c'est que cela pourrait être fait partout en Europe. Mais l'idée de tout miser, comme on dit en anglais, sur l'arrivée des forces américaines lors d'une crise ou d'un conflit depuis les États-Unis est folle. La technologie a changé. Eisenhower a dit en 1956, « Nous ne verrons plus jamais un autre débarquement de Normandie. Si quelqu'un essayait de faire une telle chose, il serait détruit. » Et les sous-marins soviétiques et leurs missiles, eh bien, ces choses-là étaient primitives à l'époque comparées à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, l'idée que nous pourrions traverser les océans impunément et déployer des centaines de milliers, voire 1 ou 2 millions de soldats dans la bataille, que ce soit en Asie ou en Europe, est insensée. Cela n'arrivera pas. Alors, pourquoi voudriez-vous vous lier à une garantie aussi vide? Et je pense qu'en privé, le président Trump partage ce point de vue. Je sais qu'il estimait très fortement que les Européens devaient devenir leurs propres premiers intervenants. Et je pense que c'est ce qui motive sa demande d'augmentation des dépenses de défense. Malheureusement, les dépenses de défense ne signifient pas nécessairement une capacité militaire réelle. Ce dont je parle, c'est d'une véritable capacité militaire que les Européens créeraient pour eux-mêmes, pour leurs propres objectifs, afin de garantir leur propre sécurité. C'est ce qu'il faut.
Et rien n'empêche les gens d'être ce que j'appellerais des partenaires à responsabilité limitée. Cela signifie que les Polonais coopèrent avec les Allemands, ou avec les Slovaques, ou avec les Tchèques, ou avec les Lituaniens pour un objectif précis. Mais cela ne veut pas dire que vous signez nécessairement pour une alliance permanente qui déclencherait automatiquement une guerre dans laquelle vous seriez impliqué contre votre volonté. Il m'est donc très étrange, avec l'expérience de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, que les Polonais et plus généralement les peuples d'Europe de l'Est ne comprennent pas cela et ne cherchent pas une solution différente de celle à laquelle ils participent actuellement. Je ne suis pas sûr que leur mémoire historique soit si bonne. Je veux dire, j'ai vu le président finlandais Stubb lorsqu'il parlait à Trump, et sa leçon d'histoire était, vous savez, qu'on ne peut pas apaiser la Russie, qu'il faut la confronter. Mais toute l'histoire de la Finlande, c'est qu'ils se sont rendus neutres, puis les guerres ont pris fin, et ils ont joué un rôle réussi en tant qu'État neutre, jusqu'à ce qu'ils abandonnent cette position. Donc, il semble que la solution aurait été que l'Ukraine devienne plus comme ce qu'était la Finlande. Mais au lieu de cela, la Finlande devient ce qu'est l'Ukraine. Mais vous soutenez qu'alors que l'OTAN est en train de mourir, il faut désormais repenser la sécurité européenne et l'architecture de sécurité. Si, disons, nous n'avons pas cette maturité politique en ce moment en Europe, parce qu'ils se sont tous dit que Poutine est Hitler, à quoi t'attends-tu maintenant que les lignes de front commencent à s'effondrer? Parce que j'ai l'impression que les Russes aimeraient faire cela progressivement, très délibérément, afin de ne pas provoquer trop de panique à Washington et dans les capitales européennes. Mais dans cette panique, les États peuvent souvent commettre des actes stupides. Et je pense que la patience russe commence aussi à s'émousser, car nous parlons désormais très ouvertement, et nous nous réjouissons même lorsque des missiles occidentaux sont tirés sur des villes russes. Alors, selon toi, quel est le plus grand risque ici, alors que nous entrons dans la phase finale de la guerre? Eh bien, l'intérêt russe, clairement exprimé à ce stade, est le suivant. Nous voulons une solution au conflit qui ne nous oblige pas, dans 2, 5 ou 10 ans, à reprendre les hostilités. En d'autres termes, ils ne veulent pas avoir à se battre à nouveau. Actuellement, ils sont dans la position avantageuse de contrôler de nombreux atouts essentiels, non seulement le terrain, mais aussi la capacité de dominer. Et enfin, souvenez-vous, la véritable question depuis le début était « Qui est prêt à se battre ?» Vous savez, les Russes ont toujours été prêts à se battre parce que leurs intérêts de sécurité nationale étaient en jeu dans l'est de l'Ukraine et aujourd'hui à Kiev en raison de la nature du régime en place. Et nous, qu'étions-nous prêts à faire? Eh bien, les Américains n'étaient prêts à se battre nulle part. Autant que je sache, seuls les Polonais étaient prêts à se rendre en nombre et à se tenir aux côtés des Ukrainiens pour combattre avec eux. Cela ne s'est pas très bien passé. Et je pense que le président Duda a sagement déclaré « Plus jamais ça. Nous n'allons pas répéter cette folie. L'essentiel, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous battre en Ukraine. » La Russie, si. La Russie a toujours été prête à se battre là-bas parce que c'est dans son intérêt stratégique vital. Donc si nous ne sommes pas prêts à nous battre, il vaudrait mieux s'asseoir et discuter. Et c'est ce que je dirais aux Européens. Si vous n'êtes pas prêts à vous battre, et j'ajouterai autre chose, les Européens ne sont vraiment pas capables de se battre. Ils n'ont pas les forces nécessaires à leur disposition. Alors ils se tournent vers nous. Mais la vérité, c'est que nos forces terrestres sont en réalité assez réduites. Et nos forces aériennes et navales, bien que substantielles et robustes, ne sont pas vraiment conçues pour une guerre continentale. Ce que nous allons voir se produire aux États-Unis dans les années à venir, c'est un retour des États-Unis à ce qu'ils étaient vraiment avant la Première Guerre mondiale.
une puissance maritime et aérospatiale, pas une puissance terrestre. Nous ne sommes une puissance terrestre que dans l'hémisphère occidental, là où nous vivons. Tout comme la Russie est avant tout une puissance terrestre. C'est une puissance terrestre sur le continent eurasien. Ce n'est pas nécessairement une puissance maritime. Elle possède une marine, mais elle est assez modeste. Elle dispose de forces aériennes, mais elles sont tout aussi modestes comparées à ce que nous déployons. Mais nous sommes un pays différent, donc nous allons revenir à ce que nous avons historiquement été. Nous n'allons pas rester une puissance terrestre mondiale. Regardez simplement la taille et l'ampleur des forces que nous avons à travers le monde. Et qu'avez-vous vu se produire au cours des 80 dernières années? Elles ont considérablement diminué. À chaque décennie qui passe, nous avons de moins en moins de forces déployées à l'étranger. Bientôt, nous n'en aurons plus aucune dans l'hémisphère oriental. Certainement pas au-delà des forces spéciales et des unités d'opération spéciales. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les gens doivent se considérer à travers leur situation géographique, historique et culturelle. Tout le monde dit, eh bien, l'Amérique est en repli. C'est en déclin. Non, nous revenons à ce qui est naturel. Notre place est dans l'hémisphère occidental. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas faire des affaires. Cela ne signifie pas non plus que nous ne sommes pas prêts à aider dans une certaine mesure. Mais nous ne pouvons plus maintenir une position en Eurasie sur le terrain comme nous l'avons fait il y a 80 ans, ou 50 ans, ou 30 ans. Ce n'est plus possible, et cela n'a plus de sens pour nous. Mais toute la tentative a été de diaboliser la Russie et la Chine, et finalement l'Iran, ses puissances, afin de justifier des dépenses de défense massives aux États-Unis et l'engagement de forces à l'étranger. Mais cela s'essouffle. Les Américains ne soutiennent pas vraiment cela, et ils ont d'autres priorités plus importantes chez eux. C'est une observation intéressante que les pays occidentaux ne veulent pas se battre et mourir pour l'Ukraine, car l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, faisait exactement le même constat. Il disait, ironiquement, que les deux seuls pays prêts à se battre et mourir pour nous sont la Russie et la Biélorussie. Ce sont justement ceux contre qui ils se battent aujourd'hui. Cela m'amène à ma dernière question. Comment voyez-vous la relation entre la Russie et l'Occident après cette guerre? Car j'ai l'impression qu'il y a un ressentiment croissant du côté ukrainien. Ils pensaient qu'ils allaient bénéficier d'un parapluie protecteur de la part de l'Occident. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de se battre, au lieu d'accepter l'accord de paix d'Istanbul. Je veux dire, c'est ce qu'ils avaient promis. Battez-vous, et nous vous donnerons tout ce dont vous avez besoin pour gagner. Au lieu de cela, ils sont perçus comme étant utilisés comme un proxy. On entend beaucoup de figures politiques, de premier plan, pro-occidentales, qui sont assez contrariées que les Européens les considèrent essentiellement comme de la chair à canon, quelque chose à jeter contre les Russes. Cela vient aussi de voix européennes influentes. Pensez-vous que l'Ukraine va se séparer de l'Occident après cette guerre? Parce que 69% des Ukrainiens disent maintenant qu'ils veulent une fin immédiate des combats par la négociation, alors que les Européens ne veulent même pas parler à la Russie. Donc il ne semble pas que tout ce discours sur le soutien à l'Ukraine corresponde vraiment à la réalité. On dirait plutôt qu'on soutient Zelensky désormais. Eh bien, vous savez, les Russes qualifient historiquement l'Ukraine d'épouse infidèle de la Russie. Ce n'est probablement pas une bonne analogie. Je pense que les Ukrainiens en particulier, et il faut rappeler encore une fois, je sais que vous êtes au courant de cela, il existe cette région appelée l'Ukraine occidentale, dont une grande partie s'appelait autrefois la Ruthénie, sous l'Empire austro-hongrois. Puis c'était la Galicie, une partie de cela. La Volhynie. Ces régions sont vraiment à l'ouest. Leur centre de gravité était plus ou moins Lviv,
qui s'appelait auparavant Lemberg sous les Autrichiens. Les habitants de cette région se considèrent, et je suis d'accord avec eux, je pense qu'ils ont raison, comme fondamentalement occidentaux. D'ailleurs, je pense que le président Poutine est d'accord avec cela et ne contesterait pas une seconde. Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises que ces personnes seraient probablement beaucoup plus heureuses dans une sorte de confédération avec les Polonais ou leurs voisins sous d'autres formes. Cela, à mon avis, est indiscutable. Ensuite, il y a ces personnes au centre, à mi-chemin, à travers l'ouest de l'Ukraine. Il y a une autre partie du pays qui est un hybride entre la Russie et l'Ukraine. Et plus on va vers l'est, plus la région devient russifiée. C'est une question difficile à résoudre, mais cela a toujours été le problème de faire semblant que cette construction appelée Ukraine était une structure politique moderne et intégrée, un État-nation moderne. Ce n'était pas le cas, et ça ne l'a jamais été. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passera une fois que ce sera terminé. Mais je pense que les Russes vont nous considérer, nous les Occidentaux, avec une grande méfiance pendant au moins les 2 prochaines décennies. Ils maintiendront avec nous ce que j'appellerais une paix froide. Et cela, peu importe ce que nous faisons. Car je pense qu'à un moment donné, les choses changeront ici, et les gens chercheront à tendre la main aux Russes et à vouloir une meilleure relation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons déjà des personnes, et en privé, il y a des gens proches du président Trump qui aimeraient le faire dès maintenant. Mais Trump semble incapable de mener cela de lui-même. Donc, en ce qui concerne Moscou, il s'agira d'une paix froide avec nous. Les Russes sont en proie à une identité qui affirme « nous sommes aussi asiatiques qu'européens ». C'était l'argument avancé par Dostoïevski dans les années 1870. Il disait, vous savez, nous ne sommes pas vraiment des Européens. Nous sommes presque asiatiques. Et les Européens nous ont toujours causé des ennuis. Nous nous retrouvons sans cesse impliqués dans leurs guerres. Nous devrions nous éloigner de ces Européens. Mais cela n'arrive jamais vraiment, comme vous le savez, car les Russes sont, à proprement parler, un peuple européen. Ils ne font pas partie du complexe asiatique, à proprement parler. Il y avait cette vieille histoire racontée par l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, en Russie, pendant les guerres napoléoniennes. Et il était très frustré. Il écrivait à Londres, et on lui demandait sans cesse « Que veut le tsar » ou Alexandre II, « Que veut-il » ? Quelle est son attitude? Quels sont ses sentiments? Et il n'arrêtait pas de dire, eh bien, quand il est à Saint-Pétersbourg, il est très pro-occidental. Mais quand on lui parle à Moscou, il ne l'est pas. Il disait, c'est donc cette schizophrénie. Qu'est-ce que la Russie? Est-ce asiatique? Est-ce européen? Et apparemment, avec Alexandre II, qui à vrai dire était plus allemand qu'autre chose, cela dépendait de la capitale où il se trouvait à un moment donné. Mais je pense que nous avons empoisonné les relations, nous les Américains, et ce depuis longtemps, avec les Russes. C'est triste. S'il y a le renouvellement que je pense voir venir au sein des élites dirigeantes, des élites politiques, des classes dirigeantes en Europe occidentale, alors je pense que les choses pourraient s'améliorer plus rapidement avec la Russie. Mais avec nous, pas avant très longtemps. Eh bien, colonel McGregor, merci comme toujours pour vos analyses. Les prochaines semaines et les prochains mois s'annoncent intéressants. Donc oui, merci beaucoup. Bien sûr. Merci Glenn.